Bonjour. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire pour réclamer une émission ou des émissions consacrées à la Palestine et au Levant. Avec notre correspondant international Luc Michel, qui est également patron de Yod TV, nous avons en préparation 2 émissions du grand jeu au cœur de la géopolitique mondiale consacrées à la Palestine, géopolitique, idéologie et histoire. يمر يعدي ويوزع جول 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 يا رباه مستحيلة هذه الصورة أجمل لقطات الأولمبياد. الله أيها الكبير الله على الساحر المثير من أين لك بهذا لابد أن تكتمل لا يمكن أن تضيع هذه الفرصة. Voilà, mais avant donc, nous allons consacrer cette édition spéciale à la situation en Palestine, au Liban, en Syrie et au Levant. Avec nos experts donc Luc Michel et notre correspondant à Beyrouth, Nemer Al-Jazzar, nous allons esquisser un panorama rapide mais aussi complet de la situation dans cette zone géopolitique vue au prisme de la question palestinienne. Pour le moment donc, nous vous proposons cet élément, un élément visuel sur une intifada palestinienne qui continue le plus souvent avec des adolescents, des jets de pierre contre Tzahal, le mal nommé la première armée du Proche-Orient. Ici, c'est un combat où Goliath est devenu israélien et David palestinien. هذا الجندي حاول إبراز نفسه أمام ضابطه الذي لا يبعد عنه سوى أمتار من خلال مطاردته الشبان وإطلاق ما بجعبته من الرصاص، لكن سلاحه ولباسه الواقي لم يسعفاه في ذلك ليهرب ويحتمي خلف إحدى الأشجار ويثبت الشبان حقهم. جندي آخر وفي المكان ذاته أطلق رصاصة معدنية باتجاه الشبان ولم يكد ينتهي صوتها حتى كانت إصابته بحجر في رأسه ويكن مصيره كسابقه الذي هرب. ولأنهم غزاة الأرض التي لن تعهدهم يوما لم يستطيعوا السير عليها حتى بدا جنود الاحتلال يتساقطون على وجوههم ولتلفظهم تضاريسها بأعماقها. هكذا بدأت أولى مشاهد المواجهات مع قوات الاحتلال في محيط سجن عوفر الاحتلالي المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله، فمن مسافة لا تتعدى سوى 20 مترا دارت المواجهات. جنود بسلاحهم يحتمون خلف المتاريس الإسمنتية وشبان يتقدمون بصدورهم وحجارتهم رغم الطلقات المعدنية، وما بين هذا وذاك ضابط احتلالي يتقدم بتردد خوفا من إصابته ومطلقا الأعيرة الحية. 17 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات الاختناق في صفوف طلبة مدرسة ذكور بيتونيا الثانوية وطلبة آخرين من المدارس في القرى المجاورة والذين هبوا لإيصال عدة رسائل عشان ذكرى أبو عمار ونصرة المسجد الأقصى وعلى الرفض اللي بيعملوه المستوطنين. قوات الاحتلال وبعد مرور 8 ساعات متواصلة من المواجهات الغاضبة دفعت بتعزيزات من جنودها إلى المكان خوفا من سيطرة الشبان بعد تقدمهم والذي بلغ عددهم نحو 300 شاب منتفض. Voilà, après ces éléments, donc, nous allons très rapidement nous connecter à Bruxelles, où se trouve donc ce Palestinien né à Jaffa
Il est réfugié à Beyrouth au Liban, cadre du FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, du regretté Dr Georges Habash. Nemer Al-Jazzar est évidemment un expert du sujet. Il répond aux questions de Luc Michel. C'est une interview filmée à Bruxelles devant l'Arche du Cinquantenaire, un des lieux emblématiques de l'Union européenne. Messieurs, bonjour et c'est à vous l'antenne. Bonjour Nemer, vous êtes un militant palestinien, la cause palestinienne va mal. L'enthousiasme et l'espoir des combats des années 60 et 70 semblent bien loin. Où va la Palestine en 2014 et quelle réponse donner aujourd'hui au colonialisme sioniste? Bonjour mon cher Luc. À présent, la question palestinienne est en mauvaise fortune, je peux dire, car toutes les nations européennes et américaines sont pro-israéliens. Notre espoir maintenant, c'est par la résistance et surtout par la présence de Hezbollah, je peux le dire, parce que c'est lui qui aide les militants palestiniens, c'est lui qui aide à les donner des armes, des exercices d'expertise. Ils ont fait 2 guerres déjà qui étaient très qui avaient une implication très forte sur la cause palestinienne, parce que c'est pour la première fois que Israël a face avec des gens qui sont prêts pour mourir pour cette cause, alors que les Israéliens ils ont vu des temps qui sont très très difficiles à être en face de ces gens qui sont prêts à mourir pour cette cause. J'ai un espoir jusqu'à maintenant, car avec la présence de l'Iran, de la Syrie qui résiste, et par la présence des militants palestiniens comme Hamas, comme les fronts PLP, ils sont toujours, jusqu'à maintenant, ils font un front que j'espère qui va continuer malgré la pression, la presse des forces impériales et qui sont contre cette cause. Je peux dire, vous avez constaté ces jours-là qu'il y avait plusieurs attaques sur, par exemple, la mosquée de l'Aqsa, qui était la première qibla pour les musulmans. Tout ce qui se passe, personne ne bouge, personne n'active, personne ne prend un acte de confronter les Israéliens. Hier, 2 Israéliens étaient morts, l'Europe, l'Amérique. Il faut faire quelque chose pour arrêter ça. Mais cette cause a déjà c'est pas en 66 années, mais la cause palestinienne a commencé déjà depuis 1917, lors que l'impérialisme britannique était en Palestine et qui a donné refuge. C'est pas de refuge, c'est un promis de faire de donner la Palestine pour les Israéliens.
c'est pour cela qu'alors que nous, Palestiniens, moi je suis palestinien, moi. Pour moi, j'ai été expédié de ma patrie à cause de la guerre de 1948. Mais cette guerre déjà avait commencé en 1917. Et une promesse qui a été donnée par l'Arabie Saoudite, par le premier roi de l'Arabie Saoudite, le roi Abdelaziz. Il a donné une permission claire devant un messager britannique sur un bataillon, sur un vaisseau britannique, qu'ils ne vont pas opposer à faire des... actuellement, ils acceptent faire donner la Palestine pour les Israéliens. Et c'est pour cela qu'ils ont établi le royaume saoudien. Il n'y avait pas de Saoudi arabe avant 1917. Il y avait 1932. Il y avait le Hijaz, il y avait le Najd, c'était la péninsule arabe. C'était pas l'Arabie Saoudite. Alors, on a donné ça à garantir que l'Arabie Saoudite accepte qu'on fasse donner la Palestine aux Israéliens. Et puis, maintenant, malgré ce temps qui a passé, chaque année, l'Arabie Saoudite et les pays de l'Émirat, de la péninsule arabe, ils achètent des munitions, ils achètent des armes, ils achètent des avions, tout genre, pour des trillions de dollars, mais à condition que ça ne passe pas aux Palestiniens. Et ils ne l'utilisent seulement que pour contre les Arabes, les musulmans, la Libye, l'Irak, la Syrie, tout ça contre les pays arabes, mais pas contre l'ennemi, qui a conquéri notre patrie. Hein? Je crois que c'est clair. Moi, ça fait 65 ans que je suis hors de moi. Je ne peux pas voir ma ville, je ne peux pas visiter ma maison. Et notre terrain a été donné comme gratis aux Israéliens, surtout après 1967. Le reste de la Palestine a été donné comme ça. Ce sera précisément ma deuxième question. Il y a une grande partie du peuple palestinien, et vous en êtes malheureusement un exemple, qui vit en exil. Certains depuis la Nakba de 1948. Quel est aujourd'hui le sort des réfugiés? C'est toujours réfugiés. Nous sommes toujours réfugiés. Nous n'avons pas le droit de travailler. Donc, par exemple, pour moi au Liban, il y a à peu près une 80aine de genres de travail qu'on ne peut pas faire au Liban, à moins qu'on a des connexions qui vous facilitent ça. Mais par loi, on est exempt de 60-75 genres de travail. Par exemple, vous étudiez au Liban, vous êtes né au Liban, vous faites la médecine dans les universités libanaises, vous faites l'ingénieur, n'importe quel genre et voilà, vous n'êtes pas permis de travailler. C'est ce qui explique qu'il y a des cadres palestiniens dans le monde entier. Nous avons, maintenant, il y a à peu près 9 millions de Palestiniens qui sont dans le monde entier. J'ai vu des Palestiniens moi-même. J'étais en Équateur. J'ai vu des Palestiniens qui nous ont reçus là-bas. Il y a des Palestiniens au Brésil, Palestiniens au Lima, au Pérou, n'importe où. En Europe, ils sont pleins, en Angleterre. Alors
pour nous, même avant, on ne pouvait pas parler de la Palestine. On ne pouvait pas parler de la Palestine. J'espère maintenant que les conditions s'améliorent avec la résistance de la Syrie et de Hezbollah, des phalanges palestiniennes qui sont jusqu'à maintenant enrachées au Liban, dans les camps. J'espère qu'un de ces jours, moi je suis optimiste en tout cas. Je suis optimiste. J'espère que d'ici 5 années, tout va changer. Surtout après cette guerre qui se passe en Syrie. Mais précisément, Nemer, la guerre en Syrie a touché les Palestiniens réfugiés en Syrie et au Liban. Les combats ont directement touché, par exemple, le grand camp palestinien de Yarmouk près de Damas. Comment les Palestiniens vivent-ils ce conflit? Je parle du conflit syrien. Oui, ils ont été dispersés partout, au Liban, en Syrie, en Jordanie. Ils sont toujours dispersés. Comme ce qui est arrivé en Palestine, il est arrivé en Syrie maintenant. Mais ce qui va arriver, j'espère que ça ne va pas arriver. On va essayer aussi de faire cette chose avec les camps de Liban. C'est une chose qui est très dangereuse. Avec ces fanatiques qui viennent dans la région maintenant, certainement il y a des Palestiniens qui s'enrôlent là-bas, comme tous les fanatismes. J'espère que ça ne va pas comme ce qui est arrivé à Nahr el-Bared. Nahr el-Bared, la lutte à Nahr el-Bared a été il y a une dizaine d'années. Les Palestiniens ne sont pas revenus à Nahr el-Bared, malgré l'argent qui a été payé pour faire la restitution du camp. Personne n'est rentré. Alors, j'espère que ça ne va pas arriver à Ain el-Helwa ou bien à Sabra, Shatila. C'est très dangereux. Et les grandes organisations palestiniennes comme le FPLP, le FPLDP, etc., eux, je pense, se sont engagés aux côtés de Bachar el-Assad. Ils sont engagés, mais il y a un petit problème ici, que tout l'argent, que tout le fric qui vient à ces organisations vient de Mahmoud Abbas, qui n'est pas avec la Syrie, qui est avec Israël, plus que les Palestiniens. Cet homme, il a assassiné notre cause. Il déclare lui-même qu'il a le droit de visiter sa ville natale, mais il n'a pas le droit de vivre là-bas. C'est comme s'il a donné aux Israéliens tous les droits des Palestiniens. Il a délibérément donné nos droits à nos ennemis. C'est aussi mon analyse. Les accords avec les Israéliens, c'est une escroquerie qui ne profite qu'à la colonisation sioniste. C'est clair et net. Il suffit de prendre une carte de Palestine en 1947 et une carte aujourd'hui. Vous voyez des petits îlots qui sont entourés des murs d'apartheid, qui ont un seul accès et une seule sortie. En fait, Gaza est un grand siège, est un grand prison où il y a 2 millions de gens qui vivent là-bas. C'est aussi avec la partie qui reste de la Palestine, où il y a le Mahmoud Abbas et les gens là. C'est aussi, il y a des prisons dispersées, des villes entières qui sont en prison. J'espère, mais notre problème est que la population américaine, la population européenne ne voit pas ça. Les politiciens de ces pays, ils sont pro-israéliens. C'est notre problème. Mais un de ces jours, ça va changer. Ça ne va pas continuer. Comme des gens comme vous qui sont pro-palestiniens, qui sont pro-arabes,
on va changer. J'espère. Vous savez, Nemer, le combat palestinien, ça a été mon premier engagement politique. J'avais 13-14 ans. À l'époque, le FPLP était très puissant. Il y avait des manifestations dans les rues de Bruxelles très importantes, dans les rues d'Anvers. Tout ça, aujourd'hui, malheureusement, est impossible. Et c'est pour ça que parfois, moi, je suis très pessimiste et je suis triste parce que je soutiens toujours la Palestine, mais je vois au contraire le soutien de l'opinion publique s'est réduit. Parce qu'au pouvoir maintenant sont, comme vous l'expliquez très bien, sont des gens qui sont liés aux différents lobbies pro-israéliens en Europe, particulièrement le CRIF en France, qui dominent totalement la politique moyen-orientale de la France et qui ont détruit la politique arabe du général de Gaulle. Mais c'est aussi, c'est question aussi économique. N'oubliez pas, les gens souffrent maintenant avec la colonisation, l'internationalisme qu'on a fait. Les gens courent pour avoir un peu de fric pour pouvoir manger. Les gens ne sont pas tous riches. Alors les gens doivent courir pour faire leur vie. Ils ne peuvent pas compter pour la Palestine, pour faire des protestations. On peut les comprendre, ces gens-là. Mais toujours, au fond, ils sont avec le droit des Palestiniens, je crois. Les gens sont toujours les gens qui sont avec nous. Venons-en à la Syrie, Nemer. La Syrie bassiste, la Syrie des Assad, a toujours soutenu la cause palestinienne. Vous venez de nous expliquer la réaction des organisations palestiniennes au conflit. Est-ce que, malgré les problèmes rencontrés, le Hamas également, qui à un moment donné a pris le parti du Qatar, est-ce que la position de la Syrie, du gouvernement de Damas, est restée favorable aux Palestiniens? Certainement. La Syrie a toujours été pro-palestinienne. Elle va continuer. C'est la vie. Si la Syrie arrête ça, elle est finie. Et la cause palestinienne aussi est finie avec elle. C'est pour cela que j'espère que la résistance du gouvernement syrien soit toujours pour la Palestine, car c'est là que les gens sont avec elle. Et pour cela que les organisations palestiniennes continuent à supporter la Syrie. Voilà, avant de poursuivre donc cet entretien, aller vers la fin, nous allons suivre particulièrement cette autre partie qui est consacrée à la situation au Liban. Voici donc cet élément visuel montrant un des plus spectaculaires attentats contre des terroristes, un attentat, j'allais dire, des terroristes anti-chiites dans la banlieue de Beyrouth. C'est un élément qui est en même temps cité par nos deux experts. Voilà, retrouvons à présent Luc Michel et Nemer Al-Jazzar pour la fin de l'entretien. Nemer, venons-en au Liban. Les ennemis de la Syrie, qui sont aussi ceux du Liban, ont tenté d'exporter le conflit au pays du Cèdre, en particulier le terrorisme. Il y a eu des attentats spectaculaires, notamment dans les quartiers chiites de Beyrouth et dans les villes du Nord. Quelle est la situation aujourd'hui de ce point de vue-là? Moi, je rends ça aux puissances aussi américaines, CIA, Mossad. On fait ces choses-là, ces bombardements, pour créer le conflit
entre les Libanais. Surtout, on va jouer sur cette chose, cette affaire sunni-chiite. Nous sommes tous musulmans. Pour moi, je ne dis que je suis que musulman. Je ne suis pas sunni, je ne suis pas chiite, je suis sunni. Ce qu'on fait là-bas, c'est pour créer ce conflit, pour pouvoir infiltrer et arriver à une guerre civile au Liban entre sunnis et chiites, toujours munis, comment dirais-je, fondés foncièrement par les ennemis du monde arabe. Et malheureusement, il y en a des régimes qui sont avec ces choses-là. C'est l'ennemi intérieur. C'est le drame du monde arabe. Ce sont les régimes pro-occidentaux. Vraiment, Vous avez parlé du Hezbollah. L'axe Damas-Téhéran-Hezbollah, il s'est révélé extrêmement solide dans l'agression contre la Syrie. Parlez-nous un peu du Hezbollah, de sa position dans le conflit syrien, aussi bien au Liban qu'en Syrie même. Hezbollah, avec cette intervention en Syrie, a déjà gagné plus d'expérience, plus de force, je veux dire, plus d'expérience en combattant, et puis il a pu éloigner, je peux dire, éloigner ce risque de faire la guerre dedans au Liban, parce que avec cette guerre, il a pu. Je connais bien que le nord du Liban a été le passage des Saoudiens, des Qatariens, qui venaient des pays arabes pour entrer en Syrie, comme même des Européens qui étaient infiltrés à partir du nord du Liban en Syrie. Ça, c'est qui a fait. Maintenant, il y a une question qui est le sud du Liban, auprès de la région Sheba, d'où on essaie maintenant de faire la même chose qu'on a fait à Arsel, au nord Liban. J'espère qu'ils vont contrôler ça, surtout qu'il y a cette partie sunnite, druze et chrétienne. C'est pour cela que ces jours-là, on voit le mouvement des leaders druzes, maronites et sunnites qui vont là-bas. Le Liban, qui a été une partie de la Grande Syrie, il a la même composition multiethnique, multiconfessionnelle. Certainement, oui. Pour nous, est-ce que vous pensez, Némer, que justement les États arabes fondamentalistes, saoudis, Qatar, les wahhabites, leurs alliés occidentaux et Israël, est-ce que vous pensez qu'au Liban et en Syrie, c'est cette diversité multiculturelle, multiconfessionnelle qu'ils veulent détruire? Certainement. Et j'espère que ça va détruire cette chose. Parce que là-bas, moi j'étais en Arabie Saoudite en 1955-56. Jusqu'à maintenant, les gens qui viennent de l'Arabie Saoudite, ils voient des pauvres dans les rues, alors que l'Arabie Saoudite pourrait bien donner logement, salaire à tous les citoyens saoudiens, et en plein. Mais ça, comme c'est la position est comme ça, j'espère qu'il y aura un de ces jours, il y aura quelque chose, un changement en Arabie Saoudite. Et ça se voit. Il y a déjà des mouvements à l'est de l'Arabie Saoudite. Et le Bahreïn.
Le Bahreïn qui est la seule vraie révolution du soi-disant printemps arabe. Oui, et les Saoudiens ont... Le Liban semble s'être stabilisé politiquement. On a prolongé le Parlement pour 2 ans. Quel est le rôle du Hezbollah dans cette stabilisation? Hezbollah, vraiment, toujours avait la fonction de faire passer les choses internes au Liban. Parce qu'ils ont un seul souci, c'est Israël. Leur souci ne change pas. Il a confessé ça à tous les amis, les ennemis. Nous, nos soucis sont au sud, en Israël. Pour nous, pour les Hezbollah, c'est le seul souci. Alors ils font passer n'importe quelle chose en paix, en calme, pour qu'il n'y ait pas de troubles au Liban. Ils même facilitent, ils donnent des ministres aux autres pour garder. Moi, ils gardent seulement une apparition favorable, acceptable pour eux, pour rester au gouvernement et voir ce qui se passe. C'est tout. Mais pour eux, c'est toujours la même cible. Le cible, c'est le sud du sud, qui est Israël, qui est la Palestine, vraiment. Et ils ne mentionnent jamais Israël. Ils mentionnent la Palestine occupée. Palestine occupée. Pour eux, il n'y a pas d'Israël, il y a Palestine occupée, c'est tout. Et pour moi aussi, c'est la Palestine occupée. Pour moi aussi. Voilà, nous arrivons donc pratiquement au terme de cette émission, mais en conclusion, nous allons vous livrer cet autre élément. C'est la version française de la dernière analyse de Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah libanais, qui démontre la déstabilisation du Levant par les djihadistes du Daesh et leur califat. À très bientôt. اليوم في تنظيم هو بات دولة لم يعد تنظيما يحتل أو يسيطر على مساحة جغرافية واسعة جدا، جزء من الأرض السورية وجزء من الأرض العراقية. طبعا هاي المساحة هي أكبر من كثير من الدول في المنطقة وفي العالم. يسيطر على منابع طاقة، نفط وغاز وغيره. يسيطر على أنهار رئيسية وعلى سدود مياه رئيسية. طيب، لديه كميات هائلة من السلاح والعتاد والذخيرة. ببيع النفط، وهناك من يشتري ويتاجر ويسهل، وهذا لازم ينحط عليه علامة استفهام. انه في دول عندها 1000 مشكلة تقدر تبيع نقلة النفط تبعها. كيف داعش عم تبيع نفط وعم تحصل على تمويل امام نظر المجتمع الدولي والدول الاقليمية مثلا؟ عدد كبير من المقاتلين، وكثير منهم اللي عليهم العمدة الحقيقية مش هن المقاتلين السوريين او المقاتلين العراقيين، بقدر ما هم المقاتلين الذين جاءوا من الخارج، وتم تسهيل سفرهم وادخالهم عبر الحدود كمان مع علامة استفهام. هذا التنظيم اللي عنده هذا التواجد، واللي عنده كمان عقيدة ورؤية وفهم معين، واللي أيضا عنده سلوك، شفنا سلوكه من سوريا إلى العراق. بدأ بارتكاب المجازر، مش أنه عمل معركة، ارتكب مجازر، قتل أسرى ومعتقلين عنده، قتل ناس ما لهم علاقة بالمعركة. في سوريا وفي العراق كل من خالفه واختلف معه في رأي قاتله وقتله وذبحه. يعني شوفوا حتى الوسيلة يتعمد فيها الترهيب، وتحت الكاميرا بحط لك اياها على اليوتيوب، بنزل لك اياها بالفضائيات حتى تشوف. هذا جزء من الحرب النفسية، جزء من حالة نشر الرعب والخوف والهلع. المجازر التي ارتكبت، وانا بحب لكم، بالدرجة الاولى باهل السنة. اليوم هاي الحرب الاخيرة اللي عملتها داعش، طيب الكرات شنة؟ مسيحيين ولا شيعة؟ اغلبهم سنة. هاي المعركة الاخيرة اكثر من 1.5 مليون مهجر بسبب حرب داعش في داخل العراق هن اهل سنة.
غير الشيعة، غير المسيحيين، غير الأيزيديين. طيب هيا بالعراق ما وفر حدا. إذا بنحكي بالديانات مسلمين ومسيحيين وأيزيديين، وبالمذاهب شيعة وسنة ما وفر حدا. إذا بنحكي بالعرقي أو بالقومي عرب كرد تركمان ما وفر حدا. وهالمعركة بسوريا نفس الشيء، لا موفر لا عربي ولا كردي. طيب هذا داعش. نعم في دول إقليمية ترعى داعش ورعتها وصلتها لهون، لكن اللي بيعرفوا انه الامريكان غضوا النظر وسهلوا ووسعوا وفتحوا الابواب ليستفيدوا من هذه الظاهرة. انا ادعو كل لبناني وكل فلسطيني وكل سوري وكل عراقي وكل خليجي وكل بدكم اياه يقعد هو بينه وبين نفسه. شو خلوا العصبية على جنب، العصبية الحزبية الطائفية المذهبية المناطقية القطرية اللي بدكم اياه، العداوات الشخصية والحزبية والسياسية عن جد خلينا نخليها المرة على جنب شوي، نقعد نفكر بيننا وبين حالنا. ما حدا يقدم المعركة بالمنطقة انه هي معركة طائفية، هي مش حرب اسلامية مسيحية، هي مش حرب مذهبية، مش حرب شيعة سنة، هذه حرب من نوع آخر. هذه حرب داعش وهذا الفكر الإلغائي الإقصائي التكفيري التقتيلي التذبيحي. هاي الطوائف وهي المذاهب وهي الأقليات وهي الكنائس وهي المساجد وهي المزارات وهي المقامات التي يتم تهديمها الآن، ما هي عمرها أكثر من 1000 سنة 1400 سنة، وفي الأعم الأغلب كانت تحت نظر وإدارة حكومات سنية. لكن هؤلاء ما لهم علاقة حتى بهذا التاريخ وحتى بهذا الفكر وحتى بهذه الثقافة. هؤلاء جايين يمسحوا كل شيء، يمسحوا كل شيء، وهم خطر على الجميع. أولا يجب أن نعرف هذا الخطر. اثنين لازم نجي نناقش انه شو الخير، شو بنعمل. هل مثلا نستفيد من تجربة الصراع مع الخطر الإسرائيلي التي ما زالت قائمة؟ منروح على سبيل المثال منراهن على المجتمع الدولي انه لا ما فينا نعمل شيء، امشوا لينا نحكي مع الامريكان مع الفرنسيين مع الانجليز. هلا روسيا مشغولة باوكرانيا، اي مجتمع دولي بده يجي يتدخل؟ وين بده يتدخل؟ لمصلحة مين بده يتدخل؟ هذا اللي صار بالعراق. انا ما عم طالب بالتدخل الامريكي، بس سؤال، لما داعش اجتاحت الموصل ومحافظة النينوى وجزء كبير من محافظة صلاح الدين وفاتت على ديالى وارتكبت مجازر ومذابح، والناس هاموا على وجوههم في الصحراء والمذابح كلها موثقة على التلفزيونات شفناها، بين ما تدخل المجتمع الدولي، بين ما انهزت الإنسانية تبع أوباما وتبع الإدارة الأمريكية، ما انهزوا. موضوع المسيحيين مئات آلاف ما انهزوا، أصلا مسالين على المسيحيين بالموصل أو بالعراق أو بسوريا أو بلبنان. بحب أقول لمسيحيين لبنان بين هلالين، إذا أنتوا في حدا بعد بفكر أنه المسيحيين بلبنان بيعنوا شيء لأمريكا وللغرب، أنتوا مشتبهين. أمام أي خطر سيقال لكم كما قالت فرنسا لمسيحيي العراق: تفضلوا أهلا وسهلا فيكم لاجئين ونعطيكم جنسيات كمان. المشروع اللي سمعوه بعض كباركم من رئيس فرنسا السابق، هذا المشروع في غرب سائل عن المسيحيين بالمنطقة، بعد ناطرين انتوا الامريكان والفرنسيين والانجليز والمجتمع الدولي الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، بعد كل هذا اللي صار وعم بيصير. طيب ما سألوا، لا عن سنة سألوا، لا عن شيعة سألوا، لا عن مسيحيين سألوا، لا عن أيزيديين سألوا، حتى عن كراد ما سألوا. الكراد اللي انقتلوا بالموصل واللي انقتلوا على أطراف كركوك واللي انقتلوا بزمار وسنجار ما سألوا، ولا عن تركمان ولا عن عرب. نعم لما وصلوا قريب من أربيل، لأنه كردستان تعني ما تعني سياسيا وأمنيا واقتصاديا للإدارة الأمريكية وللغرب، اتدخلوا. لأنه هون صار لا، وصلتوا يا داعش لهم مش مسموح، ايه حدودكم؟ مسموح تذبحوا السنة؟ ايه. مسموح تذبحوا الشيعة؟ ايه.
مسموح تذبحوا المسيحيين وتدمروا كنائسهم وتسبوا نسائهم، معلش. مسموح تعملوا إبادة جماعية للأيزيديين، معلش. كرد عرب تركمان ترك ما في، كله ما بيفرق. أربيل لا، هاي كردستان، هاي بالخريطة إلى مكان مختلف، إلى نظرة مختلفة. إذن السؤال الكبير إذا اتفقنا على الخطر، سؤال كيف نواجه هذا الخطر؟ إلى أين نلجأ؟ شو الإمكانات؟ شو الوسائل؟ شو الأساليب؟ أمام العراقيين، أمام السوريين، أمام فلسطينيين، أمام شعوب المنطقة في مسؤوليات ضخمة وكبيرة. طيب نحن كلبنانيين إذا جينا اتفقنا أنه لا، هذا خطر موجود وخطر داهم، هذا مش خطر مؤجل، مش أنه بعد سنة واثنين وثلاثة وخمسة. طيب هاي قبل العراق، قبل حادثة الموصل المنطقة كان بوضعها، هلا صارت بوضع ثاني، بين ليلة وضحاها. وكل شيء ممكن يصير بين ليلة وضحاها بأي بلد بالمنطقة، لأن اليوم داعش هي تهديد فعلي وجدي لسوريا والعراق، لكن من حيث الإمكانية بالمنطقة بيقولوا القوة والفعل، بالفعل هي تهديد للعراق وسوريا، وبالقوة هي تهديد لبقية الدول، للأردن، للسعودية، لدول الخليج، حتى الأتراك لازم يعيدوا النظر بالموقف تبعهم. انه المنطق، العقل، الدين، الشرع، التجربة الإنسانية كلها شو بتقول لما بيصير في كيان أو دولة أو مجتمع أمام خطر وجودي، بتصير الأولوية المطلقة هي مواجهة الخطر الوجودي. حتى الأولويات تبع القوى السياسية أو مكونات هذا المجتمع بصير بدها إعادة تنظيم بما يتناسب مع هذا الخطر الوجودي. اللي ما بيشتغل هيك بيكون لا، ما عم يشتغل لا مقتضى العقل ولا مقتضى الدين ولا مقتضى الأخلاق ولا مقتضى الإنسانية، بيكون عم بيعرض أهله وشعبه وناسه لمخاطر الإبادة، هو قاعد عم يتلهى بأمور يحسبها مهمة وأولوية ومصيرية، وهي ليست كذلك. هي مهمة لكن ليست مصيرية الآن. أدعو اللبنانيين جميعا إلى الإدراك أن بلدكم وكيانكم ومجتمعكم أمام خطر وجودي، وبشكل استثنائي وخطير جدا. داعش ومن وراء داعش يمكن الحاق الهزيمة بها بسهولة، مش مسألة مستحيلة أبدا. نعم، معركة مع إسرائيل أصعب من داعش. هل يمكن مواجهة هذا الخطر؟ نعم. هل يمكن إسقاط هذا المسار؟ نعم. هذا التيار ما له مستقبل بالمنطقة، هذا ما له مستقبل إذا العراقيين تجمعوا وتحملوا المسؤولية، والسوريين تجمعوا وتحملوا المسؤولية، واللبنانيين تجمعوا وتحملوا المسؤولية، وبكل دولة عربية نفس الشيء، مثل الموضوع الإسرائيلي. إذا تحملنا المسؤولية نعم، وكل سياق الخطاب كنت لكم يمكن وبسهولة الحاق الهزيمة بهذا المشروع، ولكن يمكن لهذا المشروع أن ينتصر إذا دسينا رؤوسنا بالرمال، ويمكن أن يجتاح دول إذا كان الجهة المقابلة جهة محبطة ويائسة ومرعوبة وخائفة ومشاكل. نعم، نحن نملك لياقة وقدرة أن نحفظ بلدنا وأن ندافع عن بلدنا، وأن يبقى بلدنا عزيزا قويا شامخا كريما، وأن تبقى كل مكوناته فيه، أن تبقى مساجده وكنائسه وطوائفه. أنا بحب كون كمان واضح، إذا تخلى من يتخلى عن المسؤولية نحن لن نتخلى عن المسؤولية، نحن لن نتخلى عن المسؤولية، نحن لن نهاجر إلى أي مكان في العالم، لن نحمل أي جنسية أخرى في العالم، لن نغادر هذه الأرض على الإطلاق. نحن هنا سنبقى واقفين مرفوعي الرؤوس، هنا نحيا، وإذا فرض علينا القتال هنا نقاتل، وهنا نستشهد، وهنا ندفن. هذا خيارنا. بقية اللبنانيين اللي عندهم هذا الخيار، نحن جاهزين نتجاوز كل الماضي، كل النزاعات، كل ما بيننا وبينهم، لأنه اليوم بلدنا
ومكونات شعبنا ودولتنا وجودنا جميعا في خطر، يجب أن نتحمل المسؤولية. نحن جميعا كشعب لبناني لائقون بأن ندافع عن هذا البلد، لائقون بأن ننتصر، لائقون بأن ننتصر، فلننتصر.